Allez, cette question à présent, quel legs, quel héritage pour Jacques Chirac en matière de politique économique, quel bilan aussi pour l'ancien président? On en parle avec vous, Franck de Dieu, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On l'a souvent présenté comme un pragmatique en matière d'économie, c'est peu dire. C'est vrai qu'il n'a pas de doctrine économique spéciale, de matrice économique. Pour vous, ce n'est pas vraiment le cas. Il est toujours contrariant et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc à vous écouter, c'était pas un libéral. Alors, je ne voudrais pas esquiver votre question, je vais y revenir, mais ce qu'il faut, je ne crois pas que ce soit vraiment en ces termes que la question se pose, c'est qu'effectivement, il y a une période qu'on peut appeler la période bleue, qui est la période libérale, c'est le milieu des années 80, où il 86. arrive avec Reagan et où il confiera à Édouard Balladur le soin de réaliser des privatisations, et il en fera beaucoup, il y a un débat pour savoir dans quelle mesure on privatise, ça sera quand même assez jusqu'au boutiste. Le seul moment libéral, c'était là, c'était en 86, 86-88. Alors, on y reviendra, mais on peut se dire que lorsqu'il renie son discours sur la fracture sociale de 95 et lorsque, en octobre 96, il décide de faire entrer la France Dans l'euro, il entre dans une logique libérale. Mais encore une fois, on peut savoir... Enfin, sur les privatisations, il faut savoir que Lionel Jospin aussi va privatiser. Il y a tout de même, il faut bien l'avouer, une sorte de permanence un peu interventionniste qu'on pourrait appeler Ratsoc. Il y a un épisode dont on parle... Radical socialiste. Voilà, Ratsoc. dont on parle assez peu, à tort me semble-t-il, c'est que lorsqu'il est Premier ministre éphémère sous Giscard, je dirais la période grosse lunette, vous voyez, et bien, 74-76. Voilà, à ce moment-là, il fait une politique très interventionniste de relance keynésienne. Alors vous allez me dire, finalement, c'est un petit peu le cas de tout le monde. Pas exactement à l'époque, parce qu'il décidera de mettre le paquet sur la consommation, par exemple. On va se dire, voilà, il veut faire une relance fondée sur les consommateurs, quitte à faire exploser à ce qu'il y ait un peu d'inflation. Les Allemands vont, par exemple, décider de faire une relance au bénéfice des entreprises et de l'investissement. Lui, il va plutôt jouer sur le consommateur. Donc, d'un certain point de vue, il va peut-être être un peu plus demande que offre, un peu plus interventionnisme cordo-libéral, mais ça nous fait quand même un grand écart économique. Pardon, en 95, encore une fois, il est élu sur la fracture sociale, et derrière, parce qu'il faut qualifier la France pour l'euro, on est à 6 points de déficit public, il faut aller à 3, il y a le tournant de la rigueur, et il n'a pas été élu pour ça. Et c'est un changement de pied terrible. Certains pour considérer que c'est une vraie trahison, c'est-à-dire qu'on attendait, compte tenu de sa campagne et en plus de son opposant, Édouard Balladur, qui prend un peu les allures du vrai libéral Louis Philippard, lui il est un peu l'interventionniste, un peu bonapartiste, etc. On attendait Philippe Seguin avec une sorte de gaullisme social de gauche. Bon, on arrive avec Alain Juppé qui a un peu l'aile libérale, et je dirais on prépare déjà l'UMP, quoi, avec ce que ça a de centriste, d'atlantiste, de libéral. Bon, effectivement, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment-là? Il a quand même un pari, qui n'est pas un pari totalement libéral. C'est-à-dire qu'effectivement... C'est un pari européen. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire « je veux passer de 6 à 3% parce que j'adore les comptes publics au carré, etc. » Ça, pour le coup, ce n'est pas ça du tout son but. Ce n'est pas un amoureux des grands équilibres monétaires, budgétaires et sociaux. Pas du tout. On l'a beaucoup dit, on ne va pas y revenir. C'était une bête politique qui avait une capacité, bien sûr, un génie dans la conquête du pouvoir. Et son positionnement d'ailleurs politique face à Édouard Balladur, quand il se présente encore une fois à l'élection présidentielle, c'est parce que Balladur passe pour un libéral que lui va faire campagne justement sur la fracture sociale. Voilà. En réaction. Est-ce que c'est en réaction ou est-ce qu'au fond de lui, il y a un fond, je dirais, d'un bonapartisme un peu de gauche ou d'un gaullisme de gauche, etc. On peut le penser. On peut le penser que ce n'est pas totalement par hasard que Édouard Balladur se trouve l'héritier d'une droite orléaniste et lui, l'héritier d'une droite bonapartiste qui va être compatible avec une certaine vision interventionniste. Si on peut aussi lui reprocher gauche, d'être caméléon pour le coup sur les thématiques économiques, encore une fois, le Chirac de 86 n'a rien à voir avec le Chirac de 95, il y a cette constance européenne. Et là, c'est ça l'idée, c'est pas d'être libéral pour faire baisser les déficits publics, c'est de qualifier la France. Voilà. C'est-à-dire que ça veut donc dire que ce n'est pas la question du libéralisme contre l'interventionnisme. Quelque part,
dans son libéralisme de 86 et même dans celui de Thatcher, il y a une sorte d'élan vital du politique qui est un peu d'ailleurs en lui, cette espèce d'appétit de faire bouger les choses, etc. La question, c'est au fond le cadre. Lui se dit, il fait ce pari-là, qui n'est pas un pari libéral ou interventionniste. À la rigueur, ce n'est pas important. Et on y reviendra pourquoi ce n'est pas important. Il fait le pari de se dire, au fond, la stratégie de conquête et la garantie de la souveraineté nationale et de la grandeur de la France. Ça passe par un rayonnement de la France en Europe? Voilà, ça passe par un rayonnement de la France en Europe. Exactement comme Mitterrand quand il dit « notre pays c'est la France, notre avenir c'est l'Europe ». Lui aussi le croit. Il mettra du temps à le croire, mais je crois qu'il Contre une partie de son camp d'ailleurs. Contre une partie de son camp, mais il va se dire, voilà. Et ce qu'il croit encore, c'est que premièrement, l'Europe va être un cadre post-national pour garantir, je dirais, le rayonnement de la France, et un cadre post-national pour faire une politique qui est finalement la sienne, c'est-à-dire un mélange à la fois de démocratie chrétienne qu'on retrouve en Europe dans les années 80 et de social-démocratie qu'on retrouve en Europe dans les années 80. Ce fameux compromis démocratie chrétienne, social-démocrate, qui est en gros le compromis de l'Union européenne jusque dans les années 90. Là où ceux qui ne voient pas, c'est que ce cadre européen, dans lequel il voulait finalement, qu'il le voyait comme un cadre politique, et non pas comme un cadre économique, va devenir un cadre économique. Ce que je veux dire par là, c'est que le dernier président a pensé qu'en fait, le politique est au-dessus de l'économique et que l'économique relève un peu de l'intendance. Ouais. Il va le penser à l'inverse de Gaulle. Il va le penser dans un cadre post-national, c'est-à-dire européen, et il ne verra pas que finalement, ce cadre-là, qui est l'Union européenne, va embrasser la mondialisation, l'ordolibéralisme va avoir... C'est bien l'économie qui aura le primat sur le politique, selon vous. Et dans le cadre de l'Europe. Et c'est ça, finalement, cette erreur d'analyse. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas été ce cadre politique qui permettait de placer au-dessus la légitimité populaire, la souveraineté nationale, je dirais la souveraineté, on va dire post-nationale, si vous voulez, contre les marchés, contre la libre concurrence pure et non faussée. Non. L'Union européenne va être un instrument qui va embrasser les lois de la mondialisation, contre lesquelles il était d'ailleurs très critique, il faut bien le dire, dès le début, pour des raisons qui viennent de son gaullisme de jeunesse, mais aussi parce qu'il voit, il a une sensibilité au développement, etc. Il est très critique à la mondialisation. Et il pense que l'Union européenne est un cadre normal, viable, la bonne échelle pour, je dirais, être à rebours de la mondialisation, pour la calmer, on va dire aujourd'hui, pour l'amender, pour la réguler. Ouais. Ça, à mon sens, ça a été une erreur d'analyse parce qu'effectivement, l'Union européenne n'a pas été ce moteur-là. Elle était mue par autre chose qui relève davantage de l'économique que du politique, qui relève davantage du libéralisme ordolibéral que de ce compromis des années 80, social-démocrate, démocratie chrétienne, qui était un peu son fil directeur en économie. Ouais. Et là, quelque part, ça n'a pas marché. Mais il faut bien avouer, hein, ce n'est pas le seul à avoir fait cette erreur d'analyse. Vous n'avez qu'à reprendre Maastricht, la campagne de Maastricht en 92, mais plus encore, la campagne de 2005, où on considérait qu'en gros, projet de constitution européenne, merci de le préciser David, où là, on pensait que justement, il fallait être européen parce que c'était un projet qui allait je dirais, non pas à rebours de la mondialisation, mais qui permettait de contrebalancer cette logique sauvage de la mondialisation, du libéralisme dur, etc. Non, elle l'a accompagné et ce n'est pas le seul à avoir fait cette erreur d'analyse. On pourrait aussi balayer du côté des médias, c'est pareil. Je veux dire, il y a eu aussi des erreurs d'analyse, il faut bien l'avouer. Ouais. Reste qu'encore une fois, Chirac, selon vous, c'était celui qui voulait remettre l'économie à sa place avec le primat du politique, sauf que parfois l'économie se venge, et c'est vrai que son bilan économique, il est quand même excessivement contrasté, avec ce sentiment que beaucoup de promesses, quand même, n'ont pas été tenues. Alors, vous pouvez me dire, finalement, si on est un petit peu, je dirais, sophiste, on pourrait dire que le fait qu'il n'ait pas réformé, c'est ce qu'il... Dans la mesure où la réforme dans les années 90 est synonyme de perte de droits sociaux, de dérégulation, s'il n'a pas réformé, c'est une forme quelque part d'interventionnisme. Ne pas réformer, c'est qu'elle-même conserver une part des droits sociaux, du Code du travail et de la régulation du politique par le politique du marché. Donc finalement, c'est un choix. Le non-choix
qui fait de ne pas réformer est un choix politique. Et ce choix politique est celui de la constance. Donc ce n'était pas une absence de courage, mais une volonté politique Eh bien, vous voulez que je vous de ne dise pas casser des droits sociaux, de ne pas réduire ben, la protection sociale, c'est ça? je Aussi sais- peut-être Non, mais par ça, manque de courage politique, en ben, diront certains, sur ce parce que sujet, traumatisé aussi par le tournant de la rigueur et le fait que ces grèves qui ont peut-être parce changé qu'il y a aussi le Conseil national de la résistance, parce qu'il y a aussi ça, hein, et que cette question-là, qui est la question que vous posez, c'est vraiment l'énigme en fait. C'est l'énigme. Chirac et l'économie, c'est l'énigme. Ouais, Pourquoi renonce-t-il contre une pression médiatique quand même qui est dans les années 90, on a parlé de roi fainéant, etc., le pousser à le faire. Pourquoi ne le fait-il pas Est-ce que c'est simplement parce qu'il était très sensible à l'opinion publique et quelque part que la fracture sociale, ce que dit Jean Arthuis dans Marianne, qui a été son ministre, il dit la fracture sociale, c'est 25 ans avant les Gilets jaunes. Bon. Est-ce qu'il sait, il connaît l'histoire de France et il sait que les braises de la Révolution ne sont toujours pas éteintes, et qu'il ou alors, il ne veut pas brusquer. ou alors est-ce que c'est une sorte de, je dirais, d'arbitrage politique qui consiste à dire, oh, au fond, après moi le déluge, etc. Cette question-là, c'est très difficile d'y répondre aujourd'hui. Très franchement, c'est très difficile. Une anecdote, enfin en tout cas d'un de ses plus proches qui est sorti ce matin, que je disais, Henri Lachmann, ancien président de Schneider entre 1999 et 2005, très proche de Jacques Chirac, qui dit Chirac ne comprenait pas grand-chose à l'entreprise et à son fonctionnement. Et on se dit qu'effectivement, peut-être que c'est aussi là que le bas blesse, et l'absence de grandes réformes économiques viendrait peut-être de son incompréhension du monde de l'entreprise. C'est son ami qui le dit, qui n'est pas là pour le tacler. Moi, je n'achète pas cette formule. Non pas pour dire qu'il connaissait tout au monde de l'entreprise, c'est qu'il appartient à une génération qui considère que l'entreprise, il faut lui créer des conditions politiques, sociales, réglementaires pour qu'elle fasse des profits, qu'elle puisse embaucher. Mais au fond, ce qu'il y a au-dessus, c'est celui qui est élu, qui a une souveraineté, qui émane de la souveraineté populaire, qui est élu, qui a le pouvoir. Et en gros, quand De Gaulle dit la politique de la France ne se fait pas à la corbeille, quand il y a une forme de, non pas de mépris, mais de considérer que l'économie et l'entreprise, plus que l'économie d'ailleurs, l'entreprise, c'est de l'intendance qui suivra, c'est pas forcément qu'une posture, c'est aussi un choix politique. C'est un choix politique qui dit quelque chose sur le rapport qu'on a avec la démocratie. Et le fait de dire il ne connaît rien à l'entreprise, moi j'ai toujours entendu ça des patrons qui le disent en off ou en on, de dire « Oh, vous savez, il ne connaît rien à l'entreprise ». On l'a dit de tout le monde. On l'a dit de Mitterrand, bien entendu. On l'a dit de Chirac. On l'a dit de Hollande en disant finalement il n'a qu'une politique fiscale et le CICE prouve bien que ce n'est pas exactement ça. On pourrait même le dire de Macron en disant c'est plus un ancien banquier qu'un ancien manager. Ce n'est pas un patron, etc. On est en France, quoi. En France, on ne demande pas à un président de la République d'avoir été un ancien patron, un ancien manager. C'est pas les États-Unis. On est en France. On demande à un président de la République qui crée les conditions pour créer des emplois, de l'investissement, et avec ce que ça a, je dirais, de hauteur à la fois intellectuelle, mais de hauteur statutaire. On est élu, on incarne la nation, et à ce titre-là, on a une légitimité pour se dire que l'entreprise, elle n'est pas au-dessus des lois. Elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Allez, on regarde la couverture de Marianne. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y en a comment ne pas y laisser sa chemise en matière d'épargne? On reparle des taux, vous aussi. Hein. Voilà, on revient sur les taux négatifs. Ça va vous intéresser parce qu'il y a quelques notions sur l'assurance vie. Et puis, tout de même, c'est ce rapport accablant à propos de General Electric ou d'Alstom où on voit comment General Electric a voulu liquider 800 emplois et a facilité malgré les promesses, je ne suis pas un expert du dossier, il y avait des promesses d'embauche. Il y avait des promesses d'embauche et on a eu à l'arrivée plutôt des licenciements. Donc il y a quand même quelque chose qui clochait. Enquête à retrouver, la nouvelle trahison dans Marianne de cette semaine. Merci beaucoup Franck. Bye.